hier, mais peut-être que vous aviez deviné, c'est que je suis aussi formatrice d'enseignants, en particulier des enseignants spécialisés, c'est-à-dire les enseignants qui vont s'occuper dans le canton de Vaud des élèves qui vont avoir des difficultés, qui peuvent intervenir soit en institution, soit dans l'école ordinaire, avec des mesures ordinaires ou des mesures renforcées selon les difficultés des élèves. Et donc, ce que je voudrais vous présenter, c'est ce que je partage avec mes étudiants, et en particulier sur la question des difficultés des troubles et un peu justement l'intérêt du regard didactique qu'ils ont par ailleurs, parce que la plupart de ces enseignants spécialisés qui font un master ont déjà un bachelor en enseignement et sont déjà enseignants pour beaucoup d'entre eux en tout cas. Donc, on a des connaissances du point de vue didactique et l'idée, c'est de voir comment on peut réinvestir ces connaissances didactiques dans la question des troubles et des difficultés d'apprentissage. Alors, je vais faire comme j'avais dit dans le résumé, je vais faire rapidement des éléments sur les troubles et difficultés, justement pour vous montrer l'intérêt du regard didactique. Je vous présenterai la démarche que je propose, qui s'appuie sur des travaux que je n'ai pas inventés. Et puis, je proposerai quelques exemples un peu plus concrets de ce que je présente et que j'invite les enseignants à faire s'ils ont les difficultés qui me rapportent. Donc, en fait, je rentrerai par des questions, comme Catherine l'a fait, mais des questions que les enseignants nous posent souvent, et d'essayer de leur proposer une manière d'y répondre. Alors, on l'a déjà un peu évoqué, la question des troubles hier. Très rapidement, alors je ne savais pas s'il fallait que je le fasse ou pas, mais du coup, j'ai décidé de le faire. Donc, quand on parle des troubles des apprentissages en mathématiques, c'est un trouble neurodéveloppemental qui va se caractériser par des difficultés importantes en mathématiques, qui vont interférer avec la vie quotidienne et la vie scolaire pour nos élèves, qui vont être persistantes, résistantes et durables, c'est-à-dire persistante et résistante, persistante dans le temps, résistante aux interventions, en tout cas aux interventions premières, on va dire, il faut aller plus loin, et durable. Elles ne sont pas dues à une déficience intellectuelle ou sensorielle, elles ne sont pas dues à l'environnement, donc on suppose qu'il y a un environnement scolaire et familial qui ne va pas expliquer ces difficultés-là, et souvent elles commencent assez tôt. André l'a dit hier, ça touche environ 5%, donc entre 3 et 7% des enfants. Et puis, c'est fréquemment associé à d'autres types de troubles. Là, j'ai juste mentionné la dyslexie ou les troubles de l'attention. Concernant les causes du trouble, en fait, on retrouve la discussion qu'on a eue hier aussi entre domaine spécifique et domaine général. Donc, ça pourrait provenir d'un déficit des mécanismes cognitifs qui supportent les traitements numériques au sens la mathématique numérique. Donc, le système approximatif du nombre qui a été présenté hier, l'accès aux quantités à partir des symboles, la question de l'ordinalité et également le subitizing. Et du côté ça pourrait aussi provenir d'un déficit des mécanismes cognitifs qui supportent donc cette fois des traitements généraux tels que la mémoire de travail, le raisonnement, le langage ou le domaine visio-spatial. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais finalement, ce qui apparaît, c'est que la dyscalculie, c'est très probablement un trouble hétérogène qui va... donc, il peut y avoir des déficits en fait, de domaine spécifique et aussi de domaine général. Voilà, alors ça, c'est plutôt les définitions du point de vue cognitif. Avec des collègues, on a fait une revue de littérature dans les revues de Mathematics Education, donc les 12 revues les plus cotées, pendant 15 ans, enfin on a fait sur 15 années, pas pendant 15 ans, on a fait sur 15 années, les 15 dernières années, et ce qu'on a trouvé, c'est uniquement 35 articles, donc au tout départ, on en avait plus de 400, mais uniquement 35 articles qui s'intéressent à la question des troubles. Donc c'est pas beaucoup. Déjà, du côté des sciences cognitives, par rapport à la dyslexie, la dyscalculie est beaucoup moins étudiée, et en Mathematics Education, encore moins. Et puis, je vous partage quelques éléments qui permettent de comprendre un petit peu aussi pour quelles raisons c'est pas si simple de traiter cette question de la dyscalculie du point de vue de l'enseignement et de la formation. Donc ici, on a regardé les niveaux scolaires dans ces 35 articles. Donc la majorité, c'est pour les élèves de 7-12 ans, ce qui est normal avant, en fait, parce que
la plupart du temps, ils regardent des enfants avec un diagnostic, donc les diagnostics arrivent à cette période-là. Mais on voit que quand on va du côté secondaire, finalement, on a très peu d'études. Donc, par exemple, moi, avec les étudiants qui vont devenir profs de maths au collège ou au lycée, en fait, il n'y a pas tant d'éléments pour pouvoir les aider à mettre en place, en tout cas, s'appuyer sur la recherche pour mettre des éléments en place. Et puis, si on regarde les contenus mathématiques, du côté de l'école primaire, on est surtout arithmétique, fraction, problème arithmétique. Pour le secondaire, on a fraction, raisonnement et préalgèbre, algèbre. Ça commence un petit peu sur la préalgèbre, algèbre, mais on n'en a pas beaucoup, alors qu'en fait, on sait très bien que c'est un élément très important du développement en mathématiques, et souvent on perd beaucoup d'élèves qui vont nous dire mais dès qu'il y a des lettres, ou alors vous demandez à un adulte, dès qu'il y a eu des lettres, là j'ai perdu pied. Donc il y a quelque chose au niveau de cette transition arithmétique algèbre qui est vraiment importante. Je renvoie à la communication de Joël après sur l'aspect préalgèbre, on en saura plus. Ensuite, on a regardé en fait les articles, et ce qui s'intéressait plutôt à l'identification des troubles ou difficultés, ou aux caractéristiques des élèves qui présentent des troubles et difficultés, ou à des interventions pour remédier à ces troubles et difficultés. Alors, vous voyez que sur les 35 articles, la majorité sont du côté de l'intervention. Moi, ce qui m'avait assez frappé, c'est que finalement, au milieu de identification et intervention, il n'y a que 2 articles qui s'intéressent aux 2 à la fois. Donc, on voit qu'il n'y a pas encore beaucoup de recherches qui s'intéressent à vraiment essayer de relier ces questions d'identification précise des difficultés et intervention, notamment en classe. Je parle encore une fois pour Mathematics Education. Et donc, sur ces sur ces interventions-là, il y en a, sur les 25 du coup, il y en a 14 qui se font hors de la classe. Donc, en fait, c'est plutôt des interventions individuelles ou en petits groupes qui sont effectuées par le chercheur. Donc, dans des conditions qu'on dira, même si c'est au sein de l'école, ce n'est pas des conditions forcément écologiques. Et en classe, il y en a 11 sur 25, 5 qui sont individuels ou petits groupes, 6 avec toute la classe. Et celles-ci, elles sont proposées par le chercheur, mais mises en œuvre par un enseignant ordinaire ou spécialisé qui a été formé à l'intervention proposée par le chercheur. J'ai mis en violet 6 avec toute la classe. Je ne sais plus qui a dit hier qu'en France, en fait, on n'est pas tellement pédagogie universelle. Il y a dans d'autres pays où c'est beaucoup plus le cas. Peut-être, alors là, évidemment, ce n'est pas que en France, mais on voit bien que la question de comment aider ses élèves au sein du groupe classe, elle n'est pas non plus tellement documentée encore. Alors, en classe, en fait, très souvent, on a des élèves en difficulté. On ne sait pas toujours s'il y a un diagnostic. Donc, il y en a quelques-uns qui ont des diagnostics, mais pas beaucoup. Après, il y en a dont on sait que probablement ils le seraient, mais dont les parents refusent de faire un diagnostic ou dont les parents ne veulent pas le communiquer. Enfin, il y a plein de raisons différentes pour lesquelles, quand on est en classe, en fait, on ne sait pas trop distinguer qui est qui. Et finalement, la question, c'est de se dire, c'est peut-être pas très grave pour un enseignant de ne pas forcément savoir s'il y a un trouble ou pas un trouble, puisque les difficultés, il y en a certaines qui vont être communes. Donc, comment on fait pour traiter ces difficultés ? Bon, bien évidemment, connaître le trouble, ça va nous informer quand même beaucoup sur ce qu'on va pouvoir faire. Donc, c'est quand même important de le savoir. Mais quand on ne le sait pas, il faut réussir à proposer des remédiations, des interventions, à enseigner sur l'ensemble de la population qu'on a. Alors, sur l'intérêt du regard didactique, le premier élément que je communique, c'est cette analyse fine de l'activité mathématique des élèves pour justement identifier leurs difficultés et points d'appui, pour ensuite pouvoir intervenir au plus près de leurs besoins. Je vais reprendre, on l'a beaucoup vu hier, mais la question de dénombrer une collection. Donc ici, je vous propose, en fait, le tout premier test qu'on a utilisé dans l'étude que j'ai présentée hier se présentait comme ça. Donc, combien il y a de jetons ? Et puis, on avait mis les procédures et les erreurs. Donc, procédure, reconnaissance perceptive, comptage par pointage, comptage par déplacement des objets, comptage par déplacement des objets, selon une configuration connue, comptage avec les yeux. Et on avait mis aussi les erreurs observées. Et en fait, sur les erreurs observées, problème de synchronisation contine-geste, erreur dans la comptine numérique, pas de cardinal énoncé ou problème d'énumération, vous retrouvez en fait
les différents principes dont Catherine a parlé de Gell-Mann et Galistel. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est que si c'est une erreur dans la comptine numérique, évidemment, je ne vais pas aller intervenir sur le principe cardinal, puisque a priori, ce n'est pas forcément ça qui pose problème. Donc, c'est essayer de montrer aux enseignants, de leur faire comprendre ces différents principes, et du coup, la nécessité d'aller comprendre, mais ça, je dis rien de nouveau, et c'est le job normal, entre guillemets, du type de difficulté derrière, puisque si on a une difficulté dans l'acquisition de la suite numérique et son niveau d'élaboration, dans ce cas-là, on va intervenir sur la suite numérique. Alors après, ce qui serait intéressant de savoir, c'est où est-ce qu'il en est dans son niveau d'élaboration de la suite numérique pour pouvoir proposer différents types d'interventions, mais notamment s'il a encore du mal à commencer à compter, par exemple, à partir d'un certain nombre, ou à pas bien encore séparer les différents mots-nombres, on va pouvoir proposer des comptines où on enchaîne la suite des nombres, ou alors des comptines qui vont être séparées, comme 1, 2, 3, nous irons au bois, etc. Voilà, alors dans l'acquisition de la suite numérique, les enfants qui ont des difficultés en langage oral peuvent être particulièrement touchés. Et puis, le problème d'énumération, donc là, c'est quand on peut oublier un jeton ou compter 2 fois le même jeton. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en didactique, on a montré que c'était un savoir transparent. C'est-à-dire que c'est un savoir hyper important, mais il n'est pas enseigné à l'école. Alors maintenant, oui, puisqu'il y a eu évidemment, il y a eu des travaux depuis, ça c'était des travaux déjà d'assez longtemps, donc maintenant l'aspect énumération est enseigné à l'école maternelle et on va focaliser sur l'énumération. Mais quand on focalise sur l'énumération, du coup les types de propositions, on va le faire où il n'y a pas de comptage. On va le travailler indépendamment des activités de comptage. Alors, par exemple, on peut énumérer une liste. Alors, pour ceux qui connaissent la valise de Toutou, on va dire dans ma valise, il y a telle chose, telle chose, telle chose. Tous les jours, on rajoute un élément, puis on va demander aux élèves d'énumérer les objets qu'il y a dans la valise. Et puis après, on va faire des activités comme ici. Là, j'ai mis une image de l'activité qui s'appelle porte-monnaie en Suisse, mais c'est la même que les boîtes d'allumettes en France de Briand. Donc, l'idée, c'est on leur donne des boîtes. Et ils ont des jetons, ils doivent mettre un seul jeton par boîte. Et donc, s'ils ne s'organisent pas dans la collection, ce qui se passe, c'est qu'ils vont oublier une boîte, ils font en tas, en fait, ils laissent des tas. Et du coup, ils mettent un jeton, ils reposent dans le tas, ils prennent une autre boîte, ils mettent un jeton, ils reposent dans le tas. Alors, de temps en temps, ils prennent une boîte, ils secouent, ils se disent « Ah, là, il n'y en a pas ». Mais en fait, comme ils remettent tout dans le même tas, là, ils vont échouer s'ils ne s'organisent pas. C'est pour ça que j'ai mis, en fait, pour les élèves qui sont dyspraxiques ou les élèves qui vont avoir des difficultés de planification et d'organisation, c'est une tâche assez complexe. Et donc, il faut la travailler en jouant sur différentes variables pour les amener à réussir à énumérer. Si vous avez vu dans les erreurs observées, cette énumération, c'est un petit peu différent des problèmes de synchronisation geste continu. Il y a des enfants qui arrivent à très bien synchroniser, mais qui vont quand même oublier un jeton dans une collection notamment désorganisée. La deuxième chose, c'est une prise en compte de l'enseignement et du savoir. Alors, je vous présente une situation. Donc, c'est une classe de 6e. Il y a un élève qui est dyspraxique et l'enseignant de mathématiques veut travailler sur la symétrie. Donc, il donne à tous les élèves ce document, construire les symétriques de A, B, C et D par rapport à la droite D en utilisant l'équerre, et il donne une méthode. Donc, vous avez une méthode pour tracer un symétrique. Si vous vous rappelez plus, ce n'est pas très grave, ce n'est pas très important, mais avec une équerre et une règle. L'élève qui est dyspraxique, il a un ordinateur et il a un logiciel de géométrie dynamique qui est GeoGebra. Et donc, l'enseignant, il se dit, je vais adapter la tâche. Donc, déjà, il donne la même chose que le document qui est à gauche, mais il laisse que le point A. Il enlève les autres. Et puis, l'élève, il a aussi la méthode et c'est tout ce qu'il a. Et en fait, il ne fait rien pendant toute l'heure. Alors, si déjà, en fait, l'enseignant, il avait fait le fichier GeoGebra, il avait fait des fautes d'orthographe dans la consigne. Alors, l'élève, il s'est amusé à corriger les fautes d'orthographe, mais après, il ne fait pas les mathématiques. Mais pourquoi il ne fait pas les mathématiques ? C'est parce qu'en fait, avec le logiciel de géométrie dynamique, je n'ai pas d'équerre. Donc, je ne peux pas utiliser la méthode qu'il a donnée.
j'ai pas l'équerre, j'ai pas le double décimètre. Donc en fait, la méthode, elle fonctionne pas. Pour faire le report de longueur dont j'ai besoin pour la symétrie, je dois utiliser l'outil compas. Et c'est cet outil compas qui va me permettre de faire des reports de longueur pour tracer le symétrique. Donc il est complètement coincé. Donc là, si j'analyse cette situation, peut-être qu'il sait très bien faire les mathématiques qu'il y a derrière, sauf que, comme je parlais hier d'accessibilité didactique, en fait, il ne peut même pas accéder au savoir qui est en jeu ici à cause de l'enseignement. Alors, à cause, évidemment, là, je présente la situation. L'enseignant, après, je vous reparlerai de cet exemple un petit peu après, il s'est bien rendu compte qu'il n'avait pas poussé sa réflexion suffisamment loin et que l'élève avait été... En fait, il se retrouvait dans une situation de handicap comme sans ordinateur, exactement de la même manière. Voilà, donc pour ça, pour faire cette analyse-là, je dois savoir ce que c'est que la notion de symétrie, je dois savoir quelles sont les méthodes pour pouvoir construire un symétrique, je dois connaître le logiciel pour penser tout ça ensemble. Ça fait beaucoup de choses quand même, on en demande quand même beaucoup. Et donc, c'est cette situation un peu systémique qu'on propose en didactique avec l'élève, l'enseignant, le savoir enseigner, en se disant qu'en fait, les difficultés, elles peuvent venir de partout dans le système didactique. Et donc, on parle de situation de mise en difficulté. Et vous allez voir après, je vais parler de la question du milieu, c'est-à-dire l'environnement dans lequel je place l'élève. Et cet environnement-là, travailler sur cet environnement-là pour qu'il puisse accéder aux connaissances mathématiques. Bon, ça, c'était une petite image humoristique pour montrer que dans cette situation, le langage est évidemment important. Et puis peut-être que l'enseignant, si on peut faire une analyse du point de vue de l'enseignant, peut-être que là, il n'a pas très bien choisi sa méthode pédagogique. Peut-être qu'il maîtrise pas suffisamment forcément tous les ressorts du savoir mathématique qui est en jeu pour essayer de le transposer aux élèves. Peut-être que l'élève il a une anxiété mathématique et que du coup c'est très difficile de rentrer dans la relation. Peut-être qu'il n'est pas encore assez proche de sa zone proximale de développement pour qu'il puisse comprendre qu'on me demande 3 moins 4. Enfin, voilà. Il y a plein d'éléments sur lesquels on pourrait analyser du coup les difficultés, cette situation de mise en difficulté. Alors, la démarche pour adapter, j'aime beaucoup cette image où il y a les deux notions, la notion de compensation et la notion d'accessibilité. Parce que je fais le lien avec cette accessibilité didactique, la petite fille en fauteuil, le fauteuil va lui permettre, c'est un outil compensatoire, va lui permettre de se déplacer jusqu'à l'école, mais si elle n'a pas la rampe, elle est toujours en situation de handicap vis-à-vis de rentrer dans sa classe. C'est exactement comme l'élève de tout à l'heure. Il a l'outil compensatoire, un ordinateur et GeoGebra, mais il est toujours en situation, il n'accède pas au savoir, il est toujours en situation de handicap finalement par rapport au savoir qui est visé. Donc, il faut penser ces deux éléments ensemble, à la fois la compensation et à la fois l'accessibilité. Et du point de vue des savoirs, alors, je pense que quand il y a des handicaps moteurs, c'est assez commun, peut-être ce que je suis en train de dire, mais en fait, ce qu'on voit dans les classes, quand c'est des difficultés ou des troubles d'apprentissage, c'est plus difficile pour repérer les outils compensatoires, l'accessibilité et le lien entre les deux. Alors, je vais prendre la définition d'adapter. Alors, si on regarde du point de vue étymologique, adapter, adaptare, c'est ajuster à. Et donc, d'un point de vue didactique, je prends la définition de mon collègue Thierry Diaz qui dit en fait, c'est rechercher des situations adaptées aux difficultés des élèves, consiste à trouver un environnement de travail, alors c'est ce qu'on appelle en didactique un milieu, qui va permettre des interactions significatives entre les connaissances des élèves et les ressources qu'on va mettre dans le milieu. Autrement dit, là, c'est dans la situation avec le GeoGebra, on met des ressources externes, on met un ordinateur, on met GeoGebra, on lui donne une fiche méthode, mais en fait, ça ne rencontre pas les connaissances de l'élève et donc il ne peut pas agir sur la situation avec ses connaissances pour construire de nouvelles connaissances. Et donc, pour l'enseignant, ça veut dire qu'il va falloir qu'il choisisse bien ses ressources et donc élaborer un milieu qui va permettre les apprentissages. Alors, je fais lien aussi avec cette citation que j'aime beaucoup. Adapter, c'est pas renoncer, mais c'est permettre. C'est permettre quoi ? De rendre la tâche accessible à l'élève. C'est permettre de provoquer les apprentissages. Et c'est aussi permettre, et ça c'est très important, et là je pense que le regard didactique est important là-dessus, c'est aussi conserver un lien avec le groupe classe. Enfin, quand l'élève il est inclus dans la classe, évidemment, si je parle de ce point de vue-là. Parce que souvent, si on va lui faire autre chose, là on voit l'élève, en fait, il n'a jamais
pu être dans l'ensemble du groupe classe. Même quand l'enseignant, à la fin, il va faire une correction ou il va faire une institutionnalisation du savoir qui est en jeu, mais lui, il ne peut pas participer. Bon, d'une part, il ne l'a pas fait, mais en plus, de toute façon, la méthode, ça le bloquait. Donc, c'est très important de se dire que comment je peux faire pour qu'au maximum, ces élèves puissent garder un lien avec le groupe classe. Alors, comment adapter le milieu ? Pour rendre accessible une situation pédagogique, il faut interroger l'apprentissage en lui-même, les tâches que les élèves vont avoir à réaliser, les limitations possibles de certains élèves, et aussi, là c'est pas dit, mais très important, les points d'appui ou les ressources qu'ils ont, puisqu'on va pouvoir s'appuyer aussi sur d'autres compétences qu'ils ont préservées ou au contraire plus développées. Et c'est dans cette double interrogation que se trouvent des éléments de réponse. Donc, autrement dit, à la fois la connaissance sur les difficultés et les troubles, les difficultés des élèves et leurs points d'appui, et les analyses mathématiques et didactiques. Alors, je leur présente comme ça. Je leur dis, dans un premier temps, d'identifier finement les difficultés mathématiques des élèves, leurs points d'appui, en lien éventuellement avec le trouble, quand on connaît le trouble de l'élève, ce qui suppose du coup derrière, pour les enseignants, d'être renseignés aussi sur les troubles et les difficultés qu'ils provoquent. Du point de vue de l'analyse, il faut analyser la tâche mathématique, comme je vous l'ai fait rapidement sur la tâche de symétrie. Regardez les objectifs qui sont visés, j'y reviendrai après, les connaissances qui sont en jeu et les procédures qui vont être possibles pour réaliser la tâche. En faisant ce travail d'identification et d'analyse, en fait, on est en train d'identifier les besoins situés des élèves. Et ensuite, on peut réfléchir à la partie intervention en élaborant donc un milieu qui va permettre les apprentissages et penser à l'accessibilité et à la compensation si besoin et en ayant en tête en fait, ces deux éléments. Alors justement, je reviens sur mon exemple. Comment on pourrait adapter le milieu pour cet élève pour que finalement, il puisse entrer dans les apprentissages au même titre que les autres élèves de la classe. Alors, je vais vous proposer de faire la démarche très rapidement, parce qu'évidemment, ça prend un petit peu plus de temps que ça à faire. Si j'identifie les difficultés d'un élève dyspraxique, alors là, je n'ai pas fait cet élève-là particulièrement, mais de manière générale, il y a des difficultés dans la réalisation, avec la réalisation et la coordination des mouvements, la perception de l'espace, les positions relatives d'objets, les perceptions des angles et des milieux. Vous voyez que là, dans la symétrie, en fait, tous ces éléments vont être effectivement une difficulté, notamment les positions relatives du point par rapport à la droite, du point que je vais devoir construire par rapport à la droite et par rapport au point initial, et la perception des milieux également. Les points d'appui, réalisation de mouvements simples, discrimination des formes, comparaison des longueurs et des tailles. Là, du coup, la réalisation de mouvements simples avec GeoGebra, ça devrait du coup l'aider. On peut s'appuyer là-dessus. Il y a un peu moins de mouvements à faire que quand j'ai effectivement l'équerre, la règle, etc. Et puis surtout, les comparaisons de longueurs. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir s'appuyer puisque c'est quelque chose qui est préservé. Si j'analyse, comme on l'a fait tout à l'heure, pour réaliser la tâche, j'ai mis 2 méthodes, il pourrait y en avoir plus, mais en tout cas, là, il y a 2 méthodes pour la classe de 6e. Le report de longueur avec la règle ou l'équerre gradué, ou le report de longueur avec un compas. Et du coup, pour GeoGebra, il s'agit de l'outil cercle. Et donc, si j'essaie de chercher des pistes pour cet élève, alors j'en ai mis plusieurs. La première, ça aurait pu être il utilise donc GeoGebra, mais on lui donne un procédé de construction différent, c'est-à-dire qu'on lui donne la méthode 2 comme procédé de construction. La deuxième piste, c'est il y a des logiciels comme Cabri Express ou la trousse GeoTracé qui vont proposer une équerre virtuelle. Donc là, je vous l'ai mis à cet endroit-là sur le schéma. C'est une équerre, il y a équerre, règle, compas, de manière virtuelle. Et donc, dans ce cas-là, il pourrait se raccrocher à la méthode que les autres élèves avaient eue. Mais il n'y en a pas dans GeoGebra. Donc là, vous voyez que l'enseignant, en général, ce n'est pas lui qui choisit les applications qui sont proposées à l'élève. Souvent, ça se fait avec les ergos, notamment, ou peut-être avec les parents. Et on pourrait demander certainement
d'avoir un autre logiciel. Mais en tout cas, là, ça lui demande aussi d'avoir une connaissance du logiciel et de savoir ce qui est possible de faire ou de ne pas faire. Dans la piste 3, c'est des travaux de ma collègue Edith Petitfour qui, elle, a regardé plutôt en dyade avec dictée à impair. C'est-à-dire que ce n'est pas avec un outil numérique, mais l'élève qui est dyspraxique, il va décrire la procédure de construction et c'est un autre élève qui va le faire. Donc à la fois, il décrit, il contrôle ce que l'élève fait et c'est comme ça en fait qu'on regarde, qu'on essaie de voir à quel objet mathématique il accède. Et puis la piste 4, qui est plutôt justement au niveau accessibilité pédagogie universelle, c'est de mettre tout le monde sur le logiciel avec GeoGebra, puisque surtout, alors, du coup, c'est ce que l'enseignant va faire finalement. La séance d'après, il envoie tout le monde sur GeoGebra pour faire cette construction. Et en fait, ce qu'il se rend compte, c'est qu'il y a plus de la moitié de la classe qui est en difficulté. Et donc, l'élève qui est dyspraxique, il est plus stigmatisé. Et l'enseignant va pouvoir travailler des notions mathématiques avec l'ensemble de la classe sur cette tâche avec le logiciel. Bon, il se trouve qu'il avait un outil informatique, enfin une salle informatique pour pouvoir le faire. Donc on voit bien ici ces différents éléments. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais l'enseignant, c'est un peu complexe là, de faire tout ça. Je ne peux pas le faire sur chaque situation, dans toutes les matières, etc. Pour les enseignants de l'école primaire ou dans toutes les situations et dans toutes les classes pour l'enseignant de collège ou de lycée. Alors oui, évidemment. Du coup, l'idée, c'est d'essayer de penser le plus possible du côté de la pédagogie universelle pour rendre l'enseignement accessible à tous. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que oui, effectivement, on ne peut pas le faire sur toutes les situations, mais si on le fait sur quelques situations chaque année, par exemple, on aiguise aussi notre regard. Et après, on y pense dès la planification de la séance à ces questions de différenciation. Alors, je vais vous montrer 3 exemples. Si j'ai le temps, je ne sais pas combien de temps il reste. 10 minutes ? Ok. Le premier exemple, je l'ai pris en numération. C'est donc une enseignante qui dit « Mes élèves ont des difficultés à comprendre ce qu'ils doivent répondre lorsque je demande quel est le nombre de dizaines dans le nombre 1986, par exemple. Ils savent me dire que 8 est le chiffre des dizaines, mais pas que le nombre de dizaines est 198. Que puis-je mettre en place pour les aider ?» Et ça, c'était une enseignante. Les élèves étaient déjà au secondaire. Ils n'étaient plus à l'école primaire. Algorithme de l'addition. Avec du matériel, Camille arrive à faire des additions, même avec une retenue, mais sans le matériel, ça coince. Comment je peux l'aider ? Et du côté des fractions, il y a plein de difficultés. J'en ai sélectionné une. Comment aider mes élèves à comprendre comment comparer des fractions ? C'est Arnaud, je crois, hier, qui en a parlé. Alors, je me dis, voilà, ça peut être une proposition. Alors, sur le premier exemple, si on analyse la tâche d'un point de vue mathématique, il y a 2 éléments fondamentaux dans la numération décimale de position que l'on utilise. C'est l'aspect décimal et l'aspect position. Donc ça, c'est des choses, en général, que les enseignants de l'école primaire, quand ils font la formation avant l'enseignement spécialisé, qui connaissent. Donc on réinvestit ces questions-là. Donc l'aspect décimal, c'est que les différentes unités de numération sont liées entre elles par 2 relations décimales. C'est-à-dire 10 unités, c'est une dizaine, 10 dizaines, c'est une centaine, etc. Et l'aspect positionnel, c'est que la valeur du chiffre dépend de sa position et que le 0 permet de marquer l'absence d'unité d'un rang donné. Donc c'est de comprendre dans 2505 que le 5 qui est à droite n'a pas la même signification que le 5 qui est au milieu. Et de comprendre aussi qu'il y a un facteur 100 entre le premier 5, si j'ose dire ça comme ça, et le dernier 5. Et je vous montre ici, alors c'est les travaux de Frédéric Tempier qui ont mis ça en évidence depuis déjà quelques années. Et puis là, c'est une étude qu'on a fait un peu exploratoire donc en Suisse, et on a proposé ce type d'exercice. Et donc là, c'est les productions d'un élève de 6e année en Suisse, c'est-à-dire de CM1. Et si vous regardez ce qui se passe dans ces propositions, donc c'est le même élève, c'est des exercices qu'a fait le même élève. On voit que sur l'aspect positionnel, ça ne lui pose pas de problème. Là, ici, on pourrait se dire, on dirait qu'il a bien compris quand même l'aspect décimal, puisqu'il arrive à faire cet exercice de manière correcte. Mais si on regarde ce qui se passe à droite, ici et ici, en fait,
on voit bien que l'aspect décimal, il n'est pas compris. Puisque le 5 centaines, 12 dizaines, 3 unités, il n'arrive pas à donner le nombre qui correspond. Et puis ici, on voit également que, par exemple, 80 unités, 80 dizaines, une centaine, une dizaine, en fait, les relations décimales n'ont pas l'air de faire sens pour cet élève. Et pourtant, il arrive bien à faire ça. Pourquoi il arrive bien à faire ça? C'est qu'en fait, il tronque. Il a compris qu'il faut tronquer à un endroit. Et donc, il utilise l'aspect positionnel et pas l'aspect décimal. Ce que différentes recherches ont montré, que ce soit au Canada, en Suisse, en France, c'est que les moyens d'enseignement ne proposaient pas, alors c'est pareil, ça commence à arriver de plus en plus, notamment en France, que l'aspect décimal n'était pas travaillé en tant que tel. Et que l'élève pouvait toujours passer par l'aspect positionnel pour réussir. Alors, cette question-là est particulièrement difficile pour des élèves qui ont des troubles du langage écrit, aussi pour des élèves qui ont plutôt des difficultés de planification, d'organisation, et pour des élèves qui ont des troubles, une dyscalculie. Alors, comment on peut faire? Il faut contraindre le passage par groupement et échange. Alors, on peut le faire dans 2 types de tâches. Je reprends les types de tâches d'hier. De partir d'une quantité et de leur demander combien ça fait. Donc, par exemple, ici, avec du matériel sous forme de fagot, donc l'unité qui est représentée par une petite barre, et puis 10, avec l'élastique, ça fait une dizaine, et puis le paquet, ça va faire la centaine. Et on va leur demander, j'ai besoin de 130 brindilles, mais j'ai plus de sac. Du coup, comment je fais? Combien j'ai besoin de fagots? Donc là, je contrains, je ne peux pas dire une centaine. Je suis obligée d'aller sur 13 dizaines. Ensuite, on va faire évoluer sur le matériel. Donc ici, vous pouvez le matériel de numération plus classique. Plus classique, non, pas plus classique, mais qu'on trouve souvent dans les classes, je voulais dire. Et puis, on a la tâche inverse. Cette fois, je pars du code et je demande une quantité. Donc, tu disposes de 11 barres de dizaines, 30 cubes unités. Donne-moi 134 cubes. Là, c'est pareil. En fait, il n'a pas de centaines. Donc, on va le contraindre à faire des groupements et des échanges. Et puis enfin, après, on peut le faire également avec la monnaie. Ce que vous voyez là, c'est qu'on a aussi une progression dans le type de matériel qu'on va utiliser, qui va être reliée en fait à des capacités d'abstraction de l'élève, de la compréhension qu'il va mettre derrière le matériel. Puis éventuellement, pour des élèves qui ont des difficultés pratiques, il y a aussi la question de le fait que ce soit accessible à la motricité fine en fait, du matériel utilisé. Donc ça, c'est si on veut intervenir sur l'aspect décimal. Si on veut intervenir sur l'aspect positionnel, qui peut être plus délicat pour les élèves avec des troubles de langage oral et des élèves dyspraxiques, on peut utiliser donc ce matériel, faire des dictées de nombres avec ce type de matériel, et puis proposer des exemples. Quel est le plus grand nombre que tu peux faire avec 0, 0 et 3? Donc là, on est obligé de penser la valeur du chiffre quand on va écrire le nombre. Où faire une devinette, je suis un nombre, je m'écris à 3 chiffres, je ne suis pas un 2, mais j'occupe la position des unités, je suis un 2 et je suis à la position des dizaines, etc. Et lui demander qui suis-je. Et puis évidemment, il va falloir travailler les deux en même temps. Donc ça c'est un jeu. Un jeu. Merci ChatGPT pour l'image. Où on va leur demander, c'est un jeu dans les moyens d'enseignement suisses. Bon, en fait, ils vont tomber sur une case, et il faut qu'ils tirent soit une case avec des cubes, soit une case avec des unités et des dizaines. Et en fait, on a adapté le jeu puisqu'il proposait que l'aspect positionnel. Donc, on n'avait que des cartes comme ça. Et donc, avec mes collègues formateurs, quand on a donné les formations aux nouveaux moyens d'enseignement qui viennent d'arriver en Suisse, on a proposé des nouvelles cartes qui vont contraindre justement pour pouvoir travailler l'aspect décimal. Alors, il faut que j'accélère. Sur l'algorithme, souvent cette question, et en fait je le montre sur l'algorithme, mais c'est vrai dès qu'on utilise un matériel, il y a un moment donné, le passage de matériel à plus de matériel est délicat à prendre en charge. Alors il y a plusieurs raisons, ça peut être lié dans le cas de l'addition, à justement la compréhension de l'aspect décimal ou positionnel, ou des difficultés d'abstraction.
Alors, s'il y a une difficulté plutôt positionnelle, on peut utiliser des gabarits qui vont aider à comprendre la notion, la position. Et puis, ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Très souvent, en fait, en tout cas, dans les discussions que j'ai avec les enseignants, il y a une difficulté à prendre en charge le passage du matériel à l'algorithme. Donc, on fait avec le matériel, puis après, on passe à l'algorithme, et on a l'impression, et c'est vrai, ce qu'on va dire, le discours est identique, mais pour l'élève, ça ne percute pas forcément aussi clairement que ce que l'on aimerait. Alors ici, c'est une proposition où ce qu'on voit, c'est qu'il y a différents modes de représentation, mais ils sont présentés ensemble. Donc on va travailler à la fois le matériel, on va avoir la petite fiche où il y a les centaines, unités, dizaines unités, et puis il y a l'algorithme qui est derrière. Alors bon, c'est une table où on peut écrire dessus, visiblement, et on va faire les groupements avec le matériel. On va matérialiser la retenue. Je ne sais pas si vous voyez tout en haut, il y a bien écrit le +1. Et donc, on va travailler ensemble ces différents modes de représentation. Alors, dans le guide CP, vous avez aussi cette proposition-là. Et du coup, de bien verbaliser à la fois l'aspect positionnel et à la fois l'aspect décimal. On aligne les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. 5 unités plus 7 unités, ça fait 12 unités, c'est-à-dire 2 unités plus une dizaine que je mets en retenue, etc. Et donc cet aspect-là, alors moi je m'appuie sur les travaux de Brunner qui ont été après repris par Britt-Marie Barthes plus tard, justement sur... Alors les flèches, elles indiquent qu'il y a une progressivité, mais dans les capacités d'abstraction. Donc ça ne veut pas dire que quand on est là, je ne peux pas revenir à ce qu'il y a au-dessus. Donc il y a des allers-retours en fait, hein, c'est pas linéaire. Les flèches, c'était juste pour indiquer que plus j'avance dans des modes de représentation qui se détachent de l'action que je vais avoir sur le matériel ou sur des représentations, plus je rentre dans une forme d'abstraction. Et donc dans l'énactif, l'information va passer par l'action, souvent sur des objets. On peut avoir des objets de nature différente. Hein. Je peux très bien être en mode énactif sur des nombres entiers si c'est des objets pour moi qui sont presque concrets. On a le mode iconique où là, l'action est transformée en image mentale. Donc, soit c'est image mentale, parfois on peut avoir le soutien de l'écrit en termes de représentation. Et le mode symbolique, c'est une traduction de la représentation iconique dans une représentation abstraite. Et pour les mathématiques, on va avoir le formalisme qui va arriver à ce moment-là. Bon, je vais très vite sur les fractions parce que je crois qu'il me reste plus beaucoup. 2 minutes et demie, ok. Alors, sur les fractions, sur la question de comparer, bon là, vous avez des variables didactiques qui sont très très fortes, qui vont influencer sur les procédures, mais selon si c'est les fractions le même numérateur, le même dénominateur, s'il y en a une qui est plus petite que 1, l'autre plus grande que 1, si c'est des fractions usuelles, un demi, 3/4. Donc là, le premier, c'est 5/8, 3/8. L'élève répond 5 plus grand que 3. Donc là, c'est correct. 1/2 et 3/4, il répond 3/4 qui est correct, mais il dit fraction supérieure à celle de gauche, donc il ne sait pas l'expliquer. 2/7, 5/3, il ne répond pas. Et 5/6, 5/9, il répond faux, puisqu'il dit que 9 est plus grand que 6. Alors, ici, ce qu'on propose en reprenant aussi ces différents modes, c'est d'utiliser la... Alors, en France et en Suisse, les fractions sont introduites avec des longueurs et des bandes d'unités qu'on va plier, reporter, etc. Donc là, j'ai choisi dans ce prolongement-là d'utiliser des réglettes Cuisenaire et de passer justement par ces réglettes pour soutenir en fait le raisonnement qu'on a derrière. Donc 1/2, c'est égal à 2/4, donc 1/2 est plus petit que 3/4. 2 fois 1/4, c'est plus petit que 3 fois 1/4. Bon, on pourrait le faire de manière... je vais pas entrer dans les détails. Ce que je voulais juste vous montrer, c'est que dans le mode symbolique, en fait, il y a une phrase que je vais dire et qui est exactement identique, où je vais pouvoir me référer à l'utilisation du matériel. Quand je propose 5/8 et 3/8, bon là, en général, ça ne pose pas de problème. On peut, par contre, utiliser le matériel justement pour soutenir le raisonnement. Et donc là, on pourrait dire, mais en fait, la longueur de 4 réglettes de 1/7 de l'unité est plus longue que la longueur de 5 réglettes de 1/7 de l'unité, car on a reporté une fois de plus. C'est pour faire le lien avec la manière dont les fractions ont été introduites. Voilà, pour les fractions unitaires, je vais passer, mais je reviens sur le 5/6 et le 5/9. En fait, ça revient à comparer des fractions unitaires, puisque je fais le même nombre de reports, mais ce que je reporte est différent.
Donc, si je sais comparer ici un 6e et un 8e, eh ben, je vais savoir comparer 5 6e et 5 8e, puisque la longueur de 5 réglettes de 1 6e de l'unité, c'est plus grand que 5 réglettes de 1 8e, parce que 1 6e est plus grand que 1 8e. Je reviens quand même, parce qu'il y a un truc que je ne vous avais pas dit là. Du coup, dans les fractions unitaires, l'idée, c'est de leur faire comprendre que plus elle est reportée 2 fois, plus elle est petite. Autrement dit, plus je découpe quelque chose et plus je les pars petites. Bon, je suis désolée, je vais passer l'addition où on peut faire de la même façon. Puis ça, c'était pour faire un clin d'œil à Emmanuel sur diviser un nombre non nul et différent de 1 par un autre, c'est le rendre plus petit. C'est assez intéressant avec les réglettes Cuisenaire. En fait, on peut montrer pourquoi, quand je divise 4 par 1,5, essayer d'aider au raisonnement, de quand je divise 4 par 1,5, j'obtiens un nombre plus petit. En fait, j'ai 4 unités, je vais chercher combien de paquets de 1,5 j'ai dans 4. Et donc, ces paquets de 1,5 dans 4, oui, les réglettes, elles sont plus petites. Et donc, on peut comprendre que là, j'ai 8 réglettes, mais des réglettes qui sont plus petites que la réglette de départ. Voilà. Alors, je termine. Sur l'utilisation du matériel, il y a une méta-analyse qui met en évidence qu'il y a un effet plus important quand on utilise toujours le même matériel et sur un temps assez long. Qu'il y a une progression, mais ça je l'ai déjà dit, dans la transparence du matériel qui va être proposé et aussi dans liées aux capacités motrices des enfants. La nature du matériel, quand c'est plus neutre ou moins neutre, et l'explicitation du concept qui est important, c'est-à-dire expliciter le lien entre le concept et la représentation utilisée par le matériel. Puisqu'en fait, les enfants en difficulté vont avoir justement, ça va être plus dur pour eux de comprendre ce qu'on veut représenter avec le matériel. Voilà, je passe ça. Il y a une méta-analyse aussi qui a été faite par Anne Lafay et ses collègues pour les élèves en difficulté. Et les questions que j'amène mes étudiants à se poser, c'est en fait comment j'utilise le matériel, quel matériel je choisis, parce que selon les notions que je veux mettre en évidence, je ne vais pas choisir le même matériel. Donc, c'est les amener à avoir une posture réflexive sur la nature du matériel et comment je vais l'utiliser. Bon, sur le processus d'abstraction, c'est ma dernière diapo. Ce qui est important de voir, c'est qu'on va évoluer dans le processus d'abstraction entre la manipulation où je ne me pose pas de questions, je vais le dire rapidement, et la manipulation où je vais chercher à apprendre et à me poser des questions mathématiques. Et puis après, à rentrer dans des questions de formulation et de validation. Et comme je vous disais, les étoiles là-bas sur les différents modes, ça traduit une montée en puissance en fait, dans le processus d'abstraction. Et à chaque niveau, pour chaque enfant, on peut faire évoluer ce niveau d'abstraction. Alors évidemment, pour un enfant de maternelle, je ne vais pas viser le mode symbolique. Je vais plutôt viser le passage du mode inactif au mode iconique. Et puis quand je suis au lycée, je vais plutôt viser le mode symbolique, ce qui ne m'empêchera pas de revenir évidemment au mode inactif et au mode iconique et de m'appuyer dessus. Voilà, désolée, je suis allée un peu vite à la fin et j'en excuse. Merci beaucoup. On va prendre une question s'il y en a. Voilà. Et puis, alors, il y a beaucoup de monde qui demande à avoir les diaporamas des personnes qui ont présenté volontiers, depuis. Je les enverrai sans problème. Oui, merci, c'était intéressant. Je me suis posé la question, le problème d'avoir compris le système décimal, avec la position des faits au système décimal. Je suis d'accord, c'est super intéressant l'erreur qu'il a fait l'enfant, mais je ne suis pas d'accord avec la conclusion qu'il n'a pas compris le système. Parce que pour moi, c'est la tâche en soi qui impose un biais qui amène à cette erreur. Et ces deux trucs, il commence de gauche à droite. Donc là, parce que ça dépasse les centaines, je crois que c'était ça. Donc il est figé, il doit corriger, a priori, mais il a déjà écrit. Et deuxième, c'est présenté sur une ligne. Donc si on lui dit, soit tu notes de droite à gauche, ce qui n'est pas naturel, normalement, tu arrives au bon résultat, ou on lui présente plusieurs lignes où il peut faire l'addition après. Oui. Alors, merci pour la remarque. Effectivement, alors, on a aussi testé plus de choses. Il s'avère que sur les enfants qui échouent là, après, on a regardé avec du matériel, en fait. Et déjà de voir aussi si ça changeait quelque chose. Donc, pour un certain nombre d'entre eux, oui, avec du matériel, ils étaient capables de pouvoir répondre à ces questions. Ensuite, effectivement, on pourrait
choisir de le présenter différemment pour voir ce que ça peut donner et si c'est pas un effet de la tâche. Alors je me souviens plus dans les travaux de Tempier comment il l'a fait. Il faudrait regarder, mais c'est pour ça que je disais que c'était très exploratoire. Mais en fait, si on l'a présenté comme ça, c'est que, en tout cas en France, mais aussi maintenant dans les nouveaux moyens en Suisse, il y a ces exercices de type-là. Donc c'était pour montrer aux enseignants que sur ces exercices de type-là, qui sont très complexes, il y a nécessité de faire un travail avec du matériel en amont pour qu'ils puissent réussir ce type d'exercice-là. Et qu'effectivement, le choix pouvait aussi induire en erreur. Ouais, tout à fait.